Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Aujourd'hui, mon invité Cécile Guilbert, qui est romancière, essayiste, spécialiste entre autres de Saint-Simon. Cécile, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un recueil de chroniques qui est intitulé Roue libre, qui sort dans quelques jours aux éditions Flammarion. Et j'ai une question rituelle qui m'a été d'une certaine manière inspirée par votre livre. Comment ça va en 2020 la société, ce gros animal, comme l'appelait, ou plutôt le raillait Nietzsche, à la fin du 19e? Alors comment ça va la société? La société, ça va à la fois formidablement bien puisqu'on entend qu'elle, et assez mal si on en croit ce qui s'y dit. Bon, alors formidablement bien, vous voulez dire qu'elle est toujours au premier plan, que tout devient trop social? Oui, je pense qu'on vit vraiment dans un moment où toutes les subjectivités en fait deviennent des sortes comme ça de voix qui répercutent comme dans un palais des miroirs la société. En fait. C'est ça que je perçois moi. En fait, dans Roue libre, vous vous intéressez plutôt aux individualités ou aux exceptions. C'est ça qui vous captive. Alors c'est ça qui me captive, mais enfin il ne faut pas non plus oublier que ces chroniques, qui avaient vocation à paraître toutes les semaines dans le journal La Croix, pour le on citer. va en parler, oui. J'avais évidemment pas envie de prendre le rôle de l'éditorialiste ou de répéter ce qui était si bien dit par des journalistes dont c'est le métier, dont c'est la passion, etc. Je ne pouvais pas non plus faire complètement abstraction de l'actualité et j'essayais donc de à la fois repérer des symptômes qui me semblaient prégnants dans un certain nombre de domaines, et souvent je faisais des échappées en roue libre sur les sujets qui sont mes dadas en fait, parce qu'en fait on ne se refait pas et qu'aussi il y a toujours l'occasion à travers des livres, des expos, des films, des réflexions personnelles de revenir sur ce qui vous passionne en fait. Donc la singularité oui, l'exception oui, contre la règle, contre la norme, contre la doxa, contre le brouhaha social dont on parlait, oui. Sans doute, alors, oui. Alors, au fond, le but de ces chroniques, vous venez de le dire, vous m'avez mangé ma question, c'était de revenir sur vos passions, en réalité. Alors, une passion semble immédiatement ressortir de votre livre, c'est celle de la langue. Vous dites en quatrième de couverture, d'ailleurs c'est tout à fait intéressant, vous dites que l'un des symptômes que vous arrivez à pointer de cette époque, c'est notre rapport à la langue. Vous dites, et l'humanité, dites-vous, entretient désormais, c'est le rapport que l'humanité entretient désormais avec le langage, l'histoire, la mémoire et l'art. Là, je vous cite. Alors, en quoi ce rapport à la langue est-il aujourd'hui signifiant? Enfin, il a toujours été, mais pourquoi aujourd'hui peut-être davantage? C'est-à-dire qu'en fait, dans le langage, il y a le langage et il y a la langue. Le langage, c'est évidemment l'idiome que tout le monde parle. Or, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que nous, en France, on a un idiome, un langage, une langue française, si vous voulez, qui a été, à travers des réformes, à travers ce qu'on a pu considérer comme corseté par l'Académie française quand elle a été créée, etc. Une langue qui devait être intelligible à tous, parlée dans toutes les classes sociales, transsociales si vous voulez, et qui est une belle langue. Il y a un rapport entre l'esthétique et la grammaire, la syntaxe, le lexique, etc. Bon. Et puis il y a la langue, qui est la langue en fait qui est forgée par les écrivains. Et là, la langue qui est forgée par les écrivains, c'est un idiome qui n'a évidemment pas pour but forcément de communiquer ou de se faire comprendre, qui est un langage qui est inventé par chaque artiste. Bon, c'est ce qu'on appelle la littérature. Or, ce qui me semble, moi, évidemment, et pas qu'à moi d'ailleurs, c'est évident, c'est qu'en fait, il y a une forme d'effondrement, je trouve, du langage, du langage qui est parlé par tout un chacun. Si vous voulez, la langue s'appauvrit, s'amoindrit. Des raccourcis qu'on utilise comme ça dans des formules à l'emporte-pièce ou même des formules d'une laideur absolument énorme que tout le monde se met à parler à travers justement les nouveaux outils de communication. Il me semble une langue qui est affaiblie, qui est enlaidie, et donc évidemment
il faut lutter contre ça en maniant soi-même une langue plus soutenue, plus belle. Vous faites la référence également à la langue des médias, à la langue des journalistes? Oui, parce que les langues des journalistes, si vous voulez, on a l'impression que des expressions deviennent virales, puisqu'on vit dans une époque de viralité tous azimuts, qui est démultipliée par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, mais pas que, par tous les médias, par toutes ces caisses de résonance et ces sources d'informations que tout le monde a à profusion, qui ne sont pas négatives en soi, si vous voulez, mais qui répercutent comme ça de façon virale un certain nombre d'expressions qui tout d'un coup naissent, se répandent, tout d'un coup sont complètement adoptées par chacun, avec une sorte de docilité et de moutonnerie, je trouve, qui est quand même assez frappante, et qu'on a vu aussi beaucoup pendant la pandémie. Si vous voulez, tout d'un coup, des expressions devenaient virales, et j'ai peur que certaines restent. Si vous voulez parler de présentiel, oui. Bon, tout ça, il me semble, voilà, un peu... Ça marche très fort, le présentiel. Oui, et puis si vous voulez, après, on peut rentrer dans des analyses qui permettent de voir en quoi... finalement, il y a une sorte comme ça de substrat technique ou robotique ou machinique dans les métaphores qu'on utilise. Enfin, bon, il y a une langue qui devient techno, qui est à la fois techno, technique. Bon. Enfin, il me semble que vous êtes encore plus sévère dans votre livre, puisque là, vous parlez de manière générale de la langue des médias ou des réseaux sociaux, de cette langue, de ces expressions qui deviennent virales, mais vous insistez aussi beaucoup sur la langue, de manière générale, des écrivains, et des écrivains contemporains, avec lesquels vous n'êtes pas forcément douce, puisque vous trouvez qu'il y a une économie de vocabulaire dont la cause serait, selon votre analyse, de vouloir plaire, c'est-à-dire pas beaucoup de vocabulaire pour que l'écrivain soit compréhensible par tout le monde, ce qui aplatit considérablement sa langue, que la plupart du temps, vous jugez un peu vaine, si je vous ai bien lu. Oui, alors c'est vrai que les écrivains, les pauvres, bon, il y en a certains qui n'ont pas tellement de moyens artistiques, bon ça c'est vrai, mais il y en a certains qui ont des moyens artistiques et qui pourraient user facilement d'une belle langue ou de quelque chose comme ça qui serait la langue, qui est la langue absolue de la littérature, puisqu'un écrivain a tous les droits avec la langue, il peut créer des mots, et ça, à vrai dire, c'est les écrivains qui sont un peu le conservatoire de la langue, parce que quand les mots ne sont plus usités, ils meurent, et en fait, ils peuvent être usités par les écrivains qui les maintiennent en vie, d'une certaine façon, ils les empêchent de disparaître ou de tomber dans les oubliettes. Dans ces chroniques, bon, il m'est arrivé effectivement de parler de cette affaire de langue et de constater, alors il y a plusieurs questions, si vous voulez. La première question, c'est que les écrivains sont soumis, indépendamment de leur propre tempérament et capacité artistique, ils sont aussi soumis par les éditeurs, ils subissent une pression. Parce qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, il y a quand même dans l'industrie éditoriale une tendance à vouloir que les choses soient extrêmement claires, simples, et donc on pousse tout ce qui est un petit peu trop sophistiqué, tout ce qui est un petit peu trop compliqué. Il y a une sorte de rabotage, de formatage, et qui n'est pas de nature, si vous voulez, à pousser encore plus en avant cette langue absolue qui serait de la littérature. Par ailleurs, il y a eu, et je m'en suis fait l'écho dans ces chroniques, il y a eu la question de l'écriture inclusive. Ah oui. Alors l'écriture inclusive, moi je l'ai pris sous l'angle justement de l'art, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu une forme de sexisme dans la grammaire, mais moi je ne pense pas que l'ordre du monde, si vous voulez, soit recoupé par l'ordre de la langue. C'est-à-dire que si, pour des raisons d'harmonie, de phonie, d'équilibre, on fait primer le masculin, je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'au moment de ces querelles sur l'écriture inclusive, et de cette volonté de certains groupes de vouloir utiliser les points médians, les « e », etc., pour féminiser les adjectifs, les noms, etc., de voir qu'un certain nombre d'écrivains étaient prêts à ça. Et ça m'a semblé complètement fou, parce que on voit tout de suite, quand on a un peu manié pour s'amuser l'écriture inclusive, que c'est une sacrée paire de manches, et surtout que ça devient absolument épouvantable en termes d'art. Comment construire des phrases, des rythmes, une musique, avec cette affaire d'écriture inclusive. Et donc j'ai pensé que les écrivains, enfin je les ai appelés des auteurs, parce qu'en fait je dis ce qui distingue un auteur d'un écrivain, c'est qu'un auteur ne se contente de signer un livre, ce qui est la définition étymologique de l'autoritas, en fait, oui. Celui qui signe. Un écrivain, c'est un artiste. Bon. Donc il faut peut-être les distinguer. Je me suis aperçu que beaucoup d'écrivains montraient qu'ils n'étaient que des auteurs, dans la mesure où, effectivement, ils acceptaient cette servitude volontaire, je trouve, qui est l'écriture inclusive. C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté tout à l'heure comme romancière et essayiste, et comme je vous ai bien lu, et pas comme auteur avec un « e », car vous détestez le fait qu'on puisse vous appeler ainsi.
Oui, j'aime pas beaucoup. Enfin, si vous voulez dire, mon féminisme s'exerce ailleurs que dans cette question de la féminisation du métier, si vous voulez. Auteur, j'entends là depuis quelques jours sur des chaînes de radio qualifier toutes les femmes qui écrivent d'autrices. Je trouve ça pas très joli. Je n'ai pas très envie qu'on m'appelle une autrice. Non. Alors vous l'emmenez où, votre féminisme? Alors, à quel moment intervient-il alors précisément? Si vous voulez, il n'est pas militant au sens où on l'entend aujourd'hui si vous voulez, dans le post-MeToo qui a eu lieu. Ceci étant, je respecte et félicite les femmes si vous voulez, qui ont dénoncé un certain nombre de pratiques odieuses, d'individus malfaisants, etc., et prédateurs, bien sûr. Simplement, mon féminisme s'exerce d'abord effectivement dans le fait de ne pas être traité de ne pas être traité différemment parce que je ne suis une femme. Voilà, c'est surtout ça. Et évidemment, je suis pour l'égalité, des salaires et l'égalité des hommes et des femmes. Mais je ne me reconnais pas, si vous voulez, dans ce féminisme vindicatif qui fait de chaque homme un ennemi. Je ne me reconnais pas dans les dénonciations tous azimuts et parfois infondées d'un certain nombre d'hommes qui sont jetés en pâture ou sans qu'on puisse savoir ce qu'il en est réellement. Enfin, je suis contre les excès, si vous voulez, de ces pratiques. Et quand j'entends les féministes dire « Ah mais oui, mais… » parce que c'est ce que j'ai beaucoup entendu, notamment cet été, où après la pandémie, si vous voulez, tous les débats sont ressortis. Il y avait une sorte de petit bouchon qui avait été posé, évidemment, parce qu'on avait d'autres priorités. Mais en fait, tous les débats sont revenus à bride abattue sitôt le déconfinement achevé. Et les féministes ont tendance à dire que les excès font partie du combat et que c'est nécessaire de… simplement aujourd'hui, il me semble que les conditions sont un petit peu différentes et que, je ne sais pas, le mouvement Balance ton porc, par exemple, dont on a beaucoup parlé, je pense que justement, ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire cette caisse de démultiplication qui est permise par les réseaux, par les médias et par tout d'un coup la viralité générale, rend ces excès, si vous voulez, beaucoup plus dommageables. Pour rester sur le même sujet, vous avez classé vos chroniques à la Croix, après coup, sous la bannière de différents chapitres. Alors on y retrouve vos obsessions, de la langue, de la novlangue et des livres, c'est l'un de vos chapitres, nouveau conformisme, un autre de vos chapitres, la culture contre l'art du désir et la passion française. Et dans l'un de ces chapitres, justement, vous revenez sur le puritanisme américain en disant que le puritanisme américain a beaucoup critiqué la galanterie française, ce qui est une erreur, c'est ce qu'on a décrit, et vous dites, mais attention, on se trompe, ce n'est pas la galanterie française que le puritanisme américain a brocardé, mais bien davantage le libertinage, mot français qui recouvre l'idée même de liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Car vous pointez dans l'une de vos chroniques, et je sais que le libertinage est l'une de vos marottes. Oui, alors évidemment, en tant qu'écrivain folle du XVIIIe siècle et de la littérature du XVIIIe siècle, évidemment, ça me défrise un peu, si vous voulez, d'entendre les féministes américaines nous dire que le verrou de Fragonard, c'est une scène de viol. Oui. Et que cette histoire de la galanterie française, c'est une sorte d'alibi qui a été trouvé par les mâles dominants, les aristocrates prédateurs, si vous voulez, pour trousser des soubrettes ou pour abuser des femmes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand bien même tous les auteurs libertins seraient des hommes, ce qui m'intéresse, c'est que tous ces auteurs libertins qui sont des hommes… On parlait des femmes. Non seulement ont parlé des femmes, mais ont écrit des livres dont les narratrices sont des femmes. Absolument. Ils se sont mis dans la peau de femmes qui expriment à la fois leur désir, leur plaisir, leur ruse pour y parvenir. Donc ça, c'était quelque chose de totalement français, totalement spécifique de cette littérature française. Et il me semble qu'on ne puisse pas… Alors le libertinage, si vous voulez, c'est un mot qui a été rabattu sur des pratiques qui n'en sont pas. Je veux dire, de DSK à Berlusconi, et c'est parti bunga bunga, on a parlé de libertinage. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas parce qu'on fait une partie de sexe à plusieurs que on est dans le libertinage. On peut être dans la débauche, ce qui n'a rien à voir, l'orgie qui n'a encore rien à voir. Si vous voulez, c'est toujours une question de nuance et de vocabulaire, ce qui montre que la langue est quand même fondamentale. Donc ce libertinage français, vous le savez aussi bien que moi, c'est une spécificité de liberté dans le discours et où on peut constamment verbaliser ce qu'il en est de son désir et de son plaisir.
Et évidemment, quand on sait verbaliser son plaisir et son désir, c'est-à-dire dire le corps, où on dit le corps et où la langue corpore, et où le corps corpore dans une langue, là, tout de suite, toutes ces questions contemporaines autour de ce qu'on appelle la zone grise du consentement, si vous voulez, là, il faut complètement tout repasser en revue. Parce qu'à mon avis, s'il y a tant de problèmes autour de cette zone grise et cette zone du consentement, c'est qu'il y a aussi un effondrement des capacités de verbalisation. Alors, je ne parle pas évidemment de la force, du viol au sens, si vous voulez, de la violence exercée, où effectivement on ne peut plus parler, vous êtes bâillonné. Bon, ça, non, qu'on m'entende bien, et je ne veux pas donner lieu à des polémiques. Voilà. Je pense qu'il faut toujours discerner. En fait, c'est ça que j'ai essayé de faire constamment dans mes chroniques, si vous voulez, dans des débats qui ont l'air massifs, frontaux, hystériques, où les camps s'opposent et on a l'impression que tout est irréductible d'un côté et de l'autre. J'ai toujours essayé de discerner et d'argumenter de façon rationnelle. Parce que c'est aussi, l'apanage de la raison de pouvoir faire le tri et examiner de façon critique les arguments et essayer de trouver, pas de position médiane, il ne s'agit pas d'être au centre et de réconcilier tout le monde et de faire du en même temps macronien, c'est pas du tout ça. C'est simplement discerner. Il me semble que l'intelligence est discerner et effectivement, dans les débats actuels, on a beaucoup de frontalité violente, sans discernement, avec pas tellement d'arguments déployés, puisque quand vous écrivez un tweet, honnêtement, en 180 signes, vous n'avez pas tellement de temps d'argumenter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, encore que nous soyons précisément dans le vif du sujet, mais on va rentrer dans votre livre parce que des choses m'ont beaucoup intéressé. Ça demeure pour moi un livre de combat, hein, malgré tout. Hein. Vous y ferraillez. Alors, pour revenir à la littérature, vous écrivez, à vrai dire, les interrogations qui m'agitent depuis plusieurs années ne tiennent pas à l'angoisse que susciterait la résorption du réel dans la fiction, ou l'inverse, ni avec le fait de savoir s'il est inquiétant que des auteurs soient attaqués en justice pour atteinte aux droits de personnes privées. Non. Ce qui me soucie le plus sont les raisons pour lesquelles une part chaque année plus importante de la littérature française contemporaine préfère jouer sur ces sables mouvants, d'autant qu'à l'aune du politiquement correct, bêlant et triomphant, là, on sent le coup, la quasi-totalité des écrivains classiques du passé seraient aujourd'hui inculpés pour des romans purement imaginaires, mais passons. Revenons plutôt à la fascination qu'exercent les faits sur les auteurs de fiction. Pourquoi assiste-t-on à tant de mises en récit subjectifs de faits divers, d'événements historiques ou biographiques, et pourquoi un recours si immédiat, c'est-à-dire non médiatisé par la création de personnages, alors que les romans à clé sont aussi vieux que la littérature elle-même, à des personnes réelles? Et là, vous posez la question, par manque d'imagination, parce que les expériences singulières, nous y revenons, quand je disais que vous aimiez, vous pointiez avant tout les exceptions et les singularités, parce que les expériences singulières font tellement défaut qu'il faut recourir à celles d'autrui, parce que ça marche. Et là, quand vous dites parce que ça marche, c'est au marché que vous vous adressez, c'est-à-dire à l'industrie du livre. Oui, on ne peut plus distinguer aujourd'hui, tout le monde est pris dans l'industrie du livre, dans l'industrie éditoriale, dans la production de contenu, dans le fait maintenant que ces contenus doivent être déclinés, si vous voulez, le plus possible en produits audiovisuels et même en romans graphiques. Enfin bon, bref, vous voyez un peu de quoi je oui, parle. très bien, je vois parfaitement bien. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs tendances dans la littérature. Moi, je ne prétends pas pouvoir répondre aux questions que je pose, simplement ce qui m'intéresse, c'est de relever des symptômes. Et je m'aperçois d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a un recours massif aux faits divers. Il y a un recours massif à des épisodes de l'histoire culturelle ou à des figures culturelles iconiques, et aussi dans le roman historique, ça existe aussi, mais laissons le roman historique de côté pour le moment, dont les individus qui écrivent s'emparent en essayant de les romancer ou de faire des bios, où ils introduisent un petit peu de leur subjectivité, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un lien entre l'auteur qui écrit et son sujet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'exofiction, hein, par rapport à autofiction. À l'autofiction, l'aventure de soi. Mais en fait, si vous voulez, tous ces genres sont des dérivés littéraires de genres beaucoup plus solides et beaucoup plus identifiés. L'autofiction, c'est un dérivé de l'autobiographie ou du genre des mémoires ou du récit de soi. Et puis l'exofiction, si vous voulez, c'est un dérivé de la biographie. Bon, les gens ne veulent plus lire de biographie de toute façon, hein, à part quelques
lecteurs qui pourraient prendre le temps de lire ce qu'on appelait les biographies à l'anglo-saxonne, avec appel de notes, milliers de pages, etc. Les gens ne veulent plus lire ça. Ce qu'ils veulent lire, c'est des portraits enlevés, vivants, des biopics. Et en fait, ils veulent lire ce qu'ils peuvent voir au cinéma, qui sont des biopics. Donc ce genre est florissant, de l'exofiction. Quand je dis, un peu par provocation, pourquoi les auteurs se lancent là-dedans, et c'est parce que ça marche. Effectivement, ça peut marcher, mais parce qu'ils n'ont plus de vie intérieure. Parce que, en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la littérature, elle avait été toujours basée sur un certain rapport au temps. En France aussi, il y a une grande tradition de la littérature, qu'elle soit du genre mémorialiste ou qu'elle soit du genre chronique, si vous voulez, de Céline à Proust, en passant par Chateaubriand et les autres. Il y a cette dimension de raconter sa vie ou de traverser le temps ou de raconter quelque chose du temps. De plonger donc dans des strates de la mémoire qui sont celles de l'enfance, qui sont celles de la vie, de subvertir la chronologie, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'au plan romanesque, si on fait ça aujourd'hui, c'est trop compliqué, en fait. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on l'accepte beaucoup des anglo-saxons, on accepte beaucoup de la littérature étrangère. Mais en France, non. Et alors moi, ça m'intéresse. Pourquoi on accepte d'écrivains étrangers des choses très ambitieuses, très vastes, très complexes. Et pourquoi en France, on est dans ce calibrage, ce formatage de la fiction, 250 pages, 300 pages, que le truc aille tout droit, qu'on puisse le pitcher en 5 minutes Pourquoi ? Parce que sans doute qu'aujourd'hui, la littérature doit, de manière fatale, aboutir au cinéma, non ? Oui, mais on pourrait penser que le cinéma étant une industrie planétaire et ces distinguos, si vous voulez, de frontières et de pays n'ayant pas à avoir lieu dans la mesure où, si vous voulez, l'industrie du spectacle est tout à fait transnationale et planétaire, on pourrait se dire que c'est la même chose. Alors c'est vrai que la fiction américaine est calibrée d'une certaine façon parce qu'il y a des agents qui, avant, chaque personne qui aspire à écrire et produit un manuscrit doit passer par le filtre d'un agent pour accéder à une maison d'édition, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est vrai que la fiction américaine a une forme de calibrage aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que dans certains... en ce qui concerne certains livres, je crois qu'on accepte beaucoup plus de l'étranger, ce qu'on laisserait plus difficilement passer en France. Ceci étant, en France, il y a aussi je ne voudrais pas trop noircir le tableau. Il y a de très grands livres, il y a de très grands écrivains. C'est pas le... Alors oui, cette tendance à l'exofiction, oui, cette tendance aux faits divers. On s'aperçoit aussi que biberonné depuis des années à l'autofiction, finalement, le public français et les lecteurs, ils aiment bien aller voir ce qu'il en est. Il faut payer un peu sa livre de chair auprès du lecteur. Et qu'en fait, tout ce qui était l'imaginaire antérieur du roman, en fait, s'est réfugié dans d'autres genres qui ne sont plus forcément cette littérature. Ça s'est réfugié beaucoup dans le roman historique, beaucoup dans le roman policier. J'ai l'impression que j'en lis pas énormément, mais j'ai l'impression que c'est le roman policier qui assume toute la part balsacienne, entre guillemets, de l'investigation sociale et politique du monde, en fait. C'est plus le roman... Comme ça a toujours été le cas. Comme c'était le cas au XIXe siècle. Absolument. Donc il y a aussi des plaques tectoniques qui bougent. Alors, quand vous dites que vous ne répondez pas forcément aux questions que vous posez, je dément. Je vous lis, l'industrie éditoriale repose sur une économie de l'offre, d'où cette production pléthorique déferlante en flux tendu aux étals, ingérable pour tout le monde. D'où aussi cette triste vérité que moult mauvais livres sont imprimés pour rien et mains excellents publiés mort-nés. Car un spectre aussi angoissant que celui de Mrs. Bates dans Psychose hante l'offre de livres, de films, d'expos, d'émissions de radio-télé et d'articles de presse. Le contenu, promotion comprise, que la régie marchande impose de rendre toujours plus facile et accessible au temps de cerveau disponible du grand public. Vous prenez quoi? Moins de livres? Plus de meilleurs, j'ai compris, mais ça, c'est un vœu pieux. Ça, c'est une conversation que j'ai avec beaucoup de gens, et j'avoue que je ne crois pas que ça soit possible, ou on a essayé de me prouver que ça n'était pas possible ni souhaitable. C'est-à-dire que, si vous voulez, la doxa, le bon sens, et là je me ferai l'avocate de la doxa, du bon sens et de l'idée reçue, on a tendance à penser, nous, qui rentrons dans les librairies, et comme les libraires, j'imagine, qui reçoivent des cartons, et comme les critiques qui reçoivent des piles, et comme les membres des jurys littéraires qui reçoivent aussi des piles, on aurait tendance à penser, si vous voulez, que c'est une folie, toute cette offre, parce que forcément,
elle excède les possibilités humaines de lecture dans un temps donné, et que si on a plus de 500 livres à la rentrée littéraire en septembre, qui vont recommencer en janvier, dans à peu près les mêmes proportions, qui oui. Est capable effectivement de lire tout ça? Personne. Donc en fait un écrémage se fait immédiatement, on sort toujours à chaque rentrée, si vous voulez, les 20, 25 livres, 30 livres, disons, dont on parlera, et tous les autres tomberont aux oubliettes, donc ils seront d'une certaine façon mornés. Oui. Alors, quand vous dites ça aux éditeurs, vous leur dites, mais il y a quand même un peu trop de livres, est-ce qu'on ne pourrait pas alléger un peu la voilure et tout ça? Et non, on vous a dit, la pandémie, c'est génial, en fait, tout ça désorganise tout, c'est terrifiant pour les auteurs qui n'ont pas, qui sortent des livres au moment où tout le monde s'enferme et où les libraires ne veulent pas ouvrir, mais ça va permettre un peu de... Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à cette rentrée 2020 avec autant de livres, peut-être à 15 près, si vous voulez, que l'année précédente. Et donc, rebelote, on se dit, mais comment faire, quoi, Alors, les éditeurs, eux, répondent quand on leur dit ça, parce que j'en parle souvent avec eux. Ça m'intéresse, cette question, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, votre livre soit dans le flux, oublié, etc. Mais ils disent, l'édition, c'est une économie de l'offre. C'est quand même grandiose qu'on puisse, comme ça, avoir tout ce choix. Bon, c'est un peu un argument de mauvaise foi, parce que si beaucoup d'éditeurs publient des tas de livres en se disant on va les lancer comme des courses de petits chevaux, et puis on verra bien celui qui arrive sur la ligne d'arrivée, ou dans un prix, ou en termes de vente, etc. Et puis les autres seront les sacrifiés. Bon. C'est difficile. Alors, si je prends la première partie de notre discussion et que je la raccroche à ce qui vient d'être dit, parce que vous expliquez bien aussi que les bons livres peuvent aussi passer aux oubliettes, ça veut dire qu'un livre qui va être exigeant du point de vue de la langue, et donc qui va toucher un public plus restreint, parce que la langue de l'écrivain va être particulièrement riche, parce que son vocabulaire, parce que le style, vous savez... Flaubert disait, je crois, à l'exécration inconsciente du style. Donc, un écrivain qui a une langue exigeante, un style, un univers, etc., a beaucoup plus de chances de passer à la trappe. Dans cette époque uniformisée... Oui, ceci étant, il y a toujours des... Comment dire ? Il y a toujours des alibis, et il y a toujours, si vous voulez, l'exception qu'on sort de son chapeau pour montrer à quel point... tout ça n'est pas si mauvais, etc. Donc il y a des auteurs qui ont du style, qui ont une langue, et qui sont distingués, et qui sont lus, et dont on parle. Alléluia, c'est très bien. Effectivement, il y en a d'autres. Alors là, si vous voulez, je pense à un auteur, par exemple, c'est votre question qui m'y fait penser. Il y a un auteur français qui s'appelle Paul Lafargue. Oui. Non, pas Paul Lafargue. Ouais, parce que Paul Lafargue, c'est... Paul Lafargue, c'était le gendre de Marx. Oui. Pierre Lafargue. Oui. Pierre Lafargue a écrit, je dirais, une quinzaine de livres, une vingtaine de livres. C'est un styliste hors de pair. Oui. C'est un auteur absolument inouï. Oui. Il est passé totalement... C'est le secret le mieux gardé de la littérature française. Oui. Hein. Là, il sort un livre en cette rentrée, Épaule portugaise, qui va en parler. Oui. J'espère qu'on va en parler. Mais j'espère bien aussi. Mais effectivement, oui. Alors, Paul Lafargue, Pierre Lafargue. Pierre Lafargue, pardon. Est-ce que ce n'est pas là, pour le coup, une affaire de mode ou tout simplement du marketing? Écoutez, je ne sais pas, c'est pas une affaire de mode. Écoutez, il n'est pas dans les radars. Il y a des gens qui ne sont pas dans les radars. Il y a des gens qui sont pas lus, qui sont pas dans le... Qui ne sont pas dans les radars. Oui, vous avez parfaitement raison, ça arrive. Mais vous citez, je crois, dans votre livre, je ne crois pas, je suis certain, vous citez Guy Dupré. Bon, alors Guy Dupré, il était très très rare en termes de publication. Il a écrit assez peu de livres. Il a écrit assez peu de livres, mais c'est aussi quelqu'un qui a complètement disparu des radars. Il est connu que d'un petit nombre. Vous me direz, être connu d'un petit nombre, c'est déjà pas mal. Mais oui, bon, alors il a commencé à écrire dans les années 50, et puis il était dans un petit cénacle, et puis il a écrit très peu, et c'était un auteur rare, et qui cherchait pas à être... qui cherchait pas... Alors effectivement, il est devenu cette espèce d'auteur un peu culte, pour Happy Few. Il y a aussi ce genre de stratégie... Oui. Honnêtement, qui connaissait Jean-Jacques Schull avant qu'il obtienne le Goncourt pour Ingrid Caven? Oui, personne. Il avait écrit deux livres. Bon. Personne. Donc il y a aussi ces écrivains qui sont destinés, si vous voulez, à être, qui cherchent même pas, si vous voulez, ni à être connus, ni à être vendus. Qui sont clairement pour les Happy Few. Oui, voilà, qui sont clairement pour les Happy Few. Alors, vous
vous n'y allez pas de main morte sur l'époque, et notamment sur la restriction des libertés. C'est l'une des... Alors comment l'analysez-vous, cette restriction des libertés aujourd'hui? Et que voulez-vous dire exactement lorsque vous dites nos libertés individuelles sont menacées? À quoi faites-vous référence? Comment sentez-vous cela? Bon, écoutez, je pense qu'on peut faire une analyse, disons, politique, législative, en fonction des différents contextes qu'a connus la France, qui ont abouti de facto, et les avocats célèbres en ont parlé aussi, à des restrictions des libertés publiques, ou des restrictions temporaires de liberté publique qui ont été versées, si vous voulez, dans la législation générale et qui ne se justifient plus par des circonstances exceptionnelles, mais qui ont glissé, comme après le terrorisme, et comme peut-être aussi après la pandémie, ont glissé dans une restriction plus grande des libertés publiques. Bon, on a bien vu pendant la pandémie que les libertés publiques étaient restreintes, et pas seulement pour les citoyens, dans la mesure où, pour leur santé, on les empêchait de sortir, on les obligeait à mettre un masque, etc., et on les a confinés. Pas seulement ça, je parle aussi de tout ce qui a été les procédures judiciaires pendant ce temps-là, etc., et toute une série de questions techniques. D'une certaine façon, en fait, l'État, il est dans la nature de l'État de restreindre la liberté publique. C'est une pente naturelle, d'une certaine façon. On peut pas s'en étonner trop. Après, c'est le consentement des individus à la restriction de leur liberté qui pose problème. Qui est plus troublant, oui. Et notamment, alors quelque chose qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, et qui est une question évidemment qui dépasse le débat des libertés publiques pour aller sur un terrain plus métaphysique, c'est que pendant la pandémie, je parle de la pandémie parce qu'en fait, ces chroniques s'échelonnent sur 2 ans de septembre 2017 à septembre 2019. De chroniques dans la Croix, mais avant de publier ce livre, j'ai écrit 6 chroniques inédites au moment du déconfinement sur le thème de la pandémie. On y reviendra à la fin. Et évidemment, sur cette question de la restriction et de ce à quoi on consent en termes de liberté publique, il y a aussi quelque chose qui concernait la mort et qui concerne l'idée qu'on se fait de sa propre vie. Voilà. Nous sommes depuis longtemps, c'est lié à la biopolitique analysée par Foucault, analysée par Debord, analysée par Giorgio Agamben. On rentre dans un moment, si vous voulez, où l'État sait mieux que nous ce qui doit en être de notre propre vie et qui réduit la vie à simplement sa dimension biologique. Oui. Or, la vie biologique n'est pas tout et elle n'est même rien dans certaines circonstances. Chacun peut vivre sur l'horizon de son risque de manière aventureuse et se confronter au tragique. On n'a pas forcément envie de vivre dans une bulle, un cocon avec toutes les sécurités possibles, car ça dénature l'idée même qu'on peut avoir de l'existence, qui n'est pas de la vie biologique, l'existence. Exister, être vivant. Avoir une forme de vie. Vivre, c'est avoir une forme de vie, c'est un art de vivre. Tout ça va évidemment à l'encontre l'art de vivre très français d'une de l'art de vivre, et pas que français, mais c'est vrai très français mais aussi. Très français d'une certaine façon. Censure, on disait réduction des libertés, vous écrivez car côté censure, la cause est entendue, hormis quelques associations de moralité familiale et ou catholiques s'excitant ponctuellement pour faire interdire certaines œuvres théâtrales ou d'art contemporain, il y a belle lurette que l'ordre moral est mort et que la censure à l'ancienne administrative, juridique, est quasi éteinte. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne prenne pas d'autres formes, notamment économiques, rentabilité et profitabilité servant à évaluer ce qui peut être lu, montré ou pas, mais aussi celle de l'autocensure, encore plus pernicieuse, car procédant d'une véritable intériorisation des dictats en cours, à commencer par ceux du politiquement correct qui font trembler le monde à travers les réseaux sociaux, lesquels s'avèrent toujours d'une tartufferie extraordinaire. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, et c'est cette langue qu'on aime vous voir emprunter, ce véhicule, si j'ose dire, qu'on aime vous voir emprunter. Là, vous y allez depuis le traitement qu'on a réservé en images à l'origine du monde de Courbet, à cette manière de revisiter l'histoire. C'est l'une des questions de Roue libre, de ce livre. Oui, je pense que c'est une question absolument centrale, et on en a des exemples tous les jours, c'est-à-dire, au nom du multiculturalisme, au nom des dominations qu'on ne veut plus voir perdurer, à juste titre, car il n'est pas question de défendre des dominations
qu'on ne veut pas voir perdurer, certains aspects du patriarcat, certains aspects, si vous voulez, du néocolonialisme, tout ça. Évidemment, on ne veut pas voir se perpétuer ces dominations. Mais au nom aussi de défense des minorités, si vous voulez, de ce multiculturalisme qui se déchaîne partout, très importé par les études et les débats américains, anglo-saxons, on aboutit, si vous voulez, à une sorte d'inculpation rétroactive de toute l'histoire, et de toute l'histoire de l'art, et de toute l'histoire des représentations, et même avec des excès de délire. Je pense à Philippe Brunet, qui a été le metteur en scène de cette tragédie d'Eschyle et qui a été combattu par des associations et des groupes anti-négrophobie, etc., sous prétexte qu'il avait fait un blackface en maquillant de noir ses actrices. Bon, alors que c'est un homme qui a monté les tragédies, qui contre les tenants, si vous voulez, de l'indo-européanisme pur et dur, et quelqu'un qui montre en quoi, dans l'héritage grec et dans ce brassage méditerranéen, il y a forcément de l'Afrique, et de toute façon, bon, le propos n'était pas là. Donc cette espèce d'inculpation rétroactive du passé, de l'histoire, de l'art, de ses productions, de ses représentations, me semble complètement aberrant, parce que l'histoire, l'universalisme, si vous voulez, est un produit de l'histoire. C'est pas quelque chose qui existe de toute évidence et qui... c'est un produit de l'histoire. Et donc on ne peut pas relire, et on ne peut sûrement pas condamner des œuvres d'art au nom... Alors évidemment... Ce qui existe aujourd'hui, et ces prises de conscience aujourd'hui d'un certain nombre de stéréotypes, d'un certain nombre de dominations, elles sont etc., salutaires d'une certaine façon, nous font lire aussi les œuvres d'une certaine façon. Je ne vous cache pas que cet été, j'ai relu un livre de Nabokov, que j'ai relu, que je n'avais pas lu depuis 23 ans, et que j'ai relu avec un œil différent, puisqu'entre-temps, mon esprit a été baigné par tous ces nouveaux débats, toutes ces nouvelles problématiques autour... de la pédophilie, c'était pas Lolita, mais autour de la pédophilie, autour de... Mais il faut distinguer ce qui est une création d'art et ce qui est la vie d'un individu. Absolument, absolument. Vous continuez le combat et je continue d'égrener votre livre. Il n'est pas admissible que la pensée soit aux ordres de l'argent, protestait de conserve André Breton et Louis Aragon dans la Révolution surréaliste en 1926. Que dirait-il 95 ans plus tard, alors que l'argent est devenu l'échelle planétaire, est devenu à l'échelle planétaire la seule pensée, la pensée des riches et la pensée des pauvres, la pensée de ceux qui en ont, raisonnablement, trop ou jamais assez, comme la pensée de ceux qui n'en ont jamais eu, ou en manqueront toujours, les uns et les autres, partageant avec tous, ceux qui ne sont ni riches ni pauvres, la pensée permanente qu'il leur en faudrait davantage. Que l'argent soit désormais l'unique pensée présidant à chaque décision humaine d'organisation, de régulation, de production, de consommation, qu'il soit l'opérateur métaphysique universel présent dans chaque pulsion, comme dans chaque action contaminée par la logique du gain, ou celle d'une marchandise monnayant jusqu'à la gratuité elle-même, c'est aussi évident que la ventilation des poumons sert à respirer, et cet air a beau être irrespirable, aucune protestation n'y changera rien. Alors il n'y a rien à faire. J'en ai le tournique. C'est totalement désespéré. Alors vous combattez en vain, vous savez qu'il n'y a rien à faire. Mais si vous voulez, ça ne sert à rien de combattre. Ça ne sert à rien de s'indigner, ça ne sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien de combattre. Ah si, c'est salutaire. Quand on lit votre livre, on respire mieux. Ça fait plaisir à certains, mais si vous voulez, dans le fond, spirituellement, je pense que ça ne sert à rien et que je suis assez contente de ne plus faire ces chroniques parce que j'aspire justement à être beaucoup plus taoïste. Simplement, quand on fait là, je vous confirme, vous ne l'êtes pas. Non, parce que quand on fait des chroniques, on est obligé, si vous voulez, d'une forme d'engagement qui est un peu surjouée aussi. Oui. Bien sûr que des choses m'énervent, comme tout un chacun. Oui. Non, pas comme tout un chacun. C'est enfoncer une porte ouverte de dire que l'argent, si vous voulez, c'est l'air qu'on respire. Oui. Métaphysiquement parlant, rien ne se produit, rien ne se décide, rien n'existe hors de cet arbitrage qui est entre vendre, acheter, gagner, perdre. Donc, oui, mais alors justement, il faut se mouvoir dans la sphère de la gratuité. Oui. La sphère de la gratuité, elle existe. Oui, c'est l'amour. Il y a l'amour, il y a la poésie, il y a la beauté, il y a l'art, il y a des tas de choses. Il y a l'amour. Arrêtons-nous une seconde sur l'amour, parce que ça devient
quand même très compliquée, puisque là, on en a parlé, mais revenons là-dessus, parce que c'est un trait d'époque, la guerre des sexes fait rage quand même. Oui, la guerre des sexes fait rage, mais la guerre des sexes est sociale. Relisez cette chronique sur les amours féeriques et vous verrez les lettres de Vera et de Nabokov, de Solers et de Rollin, et Dominique Rollin, de Paul Claudel. Donc l'amour, c'est hors social, si vous voulez, c'est hors champ, c'est clandestin, c'est ailleurs. La poésie. Enfin, c'est clandestin ou pas. Enfin, ou pas. Mais si vous voulez, l'amour, c'est comme la poésie, l'ivresse, l'art tauromachique. C'est le domaine de la joie, c'est le domaine de la gratuité, c'est le domaine de quelque chose qui ou éphémère ou dur, et qui est un des derniers lieux, mais un lieu impalpable, immatériel, indicible, de joie réelle. Mais est-ce que l'amour, c'est pas justement dans cette gratuité même, c'est pas justement le rêve réalisé de l'égalité? Vous me demandez quelle est la clé de l'amour réussi. Oui, je pense qu'effectivement, tout amour repose sur une forme de connivence égalitaire. Voilà, bon, cette connivence égalitaire qu'on n'arrête pas de demander, etc., on la demande, à mon sens, en vain, puisque c'est dans l'amour qu'elle peut se réaliser précisément. Si l'amour est l'art de dire, alors là, voilà, on va être dans à la fois une égalité de discours, une égalité de comportement. Il y aura plus cette guerre. C'est le temps de la paix, quoi, l'amour. Oui. Entre les sexes. De l'harmonie, de la complémentarité, mais aussi pour que ça existe, il faut que chaque sexe sache qu'il est aussi double. Oui. Alors, je vous lis. Contrairement à ce qui est martelé depuis quelque temps à la faveur des récents développements de la guerre des sexes, le concept clé permettant de comprendre la remarquable spécificité de l'érotisme français tel qu'il s'est donné cours au siècle des Lumières tient moins à la galanterie et à la séduction, même si elles en participent, qu'au libertinage, à savoir une pratique de la liberté indissociable de la séquence historique singulière qui s'est épanouie à partir de la Régence jusqu'à la Révolution française. Un long moment d'insubordination comparable pour d'autres aux années 20, 60s et 70s du XXe siècle. Or, aussi ringard pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qu'il est demeuré incompris de leurs aînés, toujours rabattus sur le droit de cuissage, le troussage des soubrettes, on en parlait, et autres privautés criminelles de l'increvable mâle, dominateur, exploiteur, quand il ne sert pas à désigner l'addiction sexuelle d'un DSK, aussi bien que le goût des partous, des soirées bunga-bunga berlusconiennes, tout autant que les pratiques échangistes, le mot est depuis toujours méconnu et méjugé, pour ne pas dire refoulé, nié et pour cause. Savoir ce qu'il en est du libertinage implique de lire beaucoup, à fond, pas d'annonner des couplets pauvrés sur Sade ou Casanova, avoir vaguement regardé les toiles de Boucher et cette grisée de films en costume. Lire, oui, lire Gervaise de la Touche, Godard d'Aucourt, Meunier, tous les romanciers précisément de ce XVIIIe siècle, Duclos, Nercia et bien d'autres. Soit les romans et le théâtre de ce temps, mais aussi les mémoires et les lettres de ceux qui, avant d'être des auteurs, furent d'abord et surtout des acteurs énergiques et mobiles de cette formidable expérience humaine sans la connaissance de laquelle il n'aurait rien écrit d'aussi vif et vrai. Et là, on sent à la fois toute la passion que vous avez pour ce siècle, et peut-être, pourquoi ne pas le dire, une certaine nostalgie. Je ne vous sens pas parfaitement ni heureuse, ni épanouie dans l'époque dans laquelle nous sommes. Si, je suis très heureuse. Non, mais vous êtes peut-être... mais c'est vrai qu'on ne peut que être ébloui et stupéfait quand on voit effectivement l'existence de ces êtres qui ne se sont pas contentés, parce que ça c'est ça qui me fascine aussi et qui me passionne, quand la phrase que vous disiez le montre, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des êtres qui ont écrit cette prose effervescente électrique qui nous enchante avec cette vivacité, ce staccato, etc. C'est aussi des gens qui, dans leur existence, étaient des sortes de philosophes en action. On a dit que Casanova était un philosophe en action, mais eux aussi l'étaient. Et j'avais un projet, d'ailleurs, j'avais fait une confidence, mais j'avais un projet, j'ai fait une série de conférences il y a quelques années à l'Arsenal sur des aventuriers méconnus des Lumières. Et je me suis plongé dans leurs existences, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que déjà leur vie est un roman. Donc après, ils peuvent écrire effectivement des romans qui sont... leur vie est un roman, leur vie est romanesque, leur corps est, déjà expérimente tout ce qui va pouvoir après être transposé dans... Et ça, c'est quand même rarissime, et ça, on n'en a plus tellement d'exemples, effectivement. Mais Aragon a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le libertinage ». Oui.
hein. Mais, qui est un livre libertaire en fait. Oui. Est-ce que les écrivains de cette époque, c'est-à-dire ceux que vous aimez particulièrement, puisqu'on parlait de corporés tout à l'heure, Oui. est-ce qu'au premier rang de leurs préoccupations et de ce qu'ils écrivent, il n'y a pas le corps précisément? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser de près au corps des écrivains et pouvoir par conséquent démontrer que la plupart du temps aujourd'hui, les écrivains que nous lisons n'ont pas beaucoup de corps? Oui, bien sûr que le corps. Je dis les écrivains, hommes et femmes. Hein, oui, hein, bien sûr. Oui, entendons-nous bien sûr. bien, hein. Non, mais de toute façon, on sent très bien, si vous voulez, quand un écrivain a un corps ou pas, parce que ça passe dans sa langue. La façon de corporer dans la langue est tout de suite, je veux dire, audible, hein, même les yeux fermés. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a un rapport aux mots, il y a une rythmique, il y a une musique, il y a un staccato, il y a quelque chose. Alors, moi c'est vrai que j'aime les écrivains qui font preuve d'une certaine énergie dans le corps et dans leur langue, mais aussi, à contrario, si vous voulez, dans des longues phrases qui coulent, on sent le corps aussi, si Bien vous voulez. sûr. C'est toujours l'idée du corps. Le corps est très présent chez Proust, par Ben exemple. voilà, mais alors justement, Qu'on Proust- n'attend pas comme un auteur libertin. Alors Proust, asthmatique, Oui. malade, etc. Bon, fait des longues phrases où il n'arrive pas à reprendre son souffle, etc. Mais bien sûr qu'il y a toujours une façon de corporer dans sa langue. Alors vous parlez aussi beaucoup de la langue de Macron. Ah, je n'en parle pas beaucoup, je Non. consacre une chronique Oui, à la langue de Macron. Non, il y a deux chroniques sur lesquelles vous vous intéressez à la langue de Macron, en disant, mais finalement Macron est un littéraire, sa langue Oui. hein, vous Alors, trouvez plutôt littéraire. Parce que les expressions que vous citez, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous lui prêtez, effectivement, il revient au grand guignolesque. Voilà, Non, mais il y a deux choses chez ça. Macron. Chez Macron, il y a deux choses. Bon, d'abord, on a vécu un tel effondrement, si vous voulez, de la langue de François Hollande, que quand Oui. Macron est arrivé, on a eu l'impression que c'était Bossuet. Il est vrai que Macron est un littéraire, il s'en cache pas. Il est vrai qu'il a beaucoup lu. Il est vrai qu'il parle un français excellent. Et il y a eu un tel contraste, si vous voulez, avec ses prédécesseurs et même Nicolas Sarkozy, que tout de suite, c'était devenu éclatant. Alors, Macron a, comme Chirac, a comme De Gaulle, si vous voulez, des expressions un peu désuètes, qui sont amusantes, qui sont charmantes, croquignolesques, je vous fiche mon billet, etc. Oui. Bon. Ce dont je m'inquiétais dans cette chronique, si vous voulez, c'est je rappelais tout ça et je disais que c'était plutôt bien d'avoir un président littéraire qui sache ce que c'est que le français, puisque le français a une vocation esthétique et comme disait Ponge, il sert la République, c'est-à-dire que qui parle un bon français sert la République, il y a une vocation aussi politique de la langue. Donc que Macron utilise ce petit français suranné, ces expressions, c'était charmant. Mais ce qui était angoissant, si vous voulez, c'est que les journalistes avaient l'air de dire qu'il utilisait des mots complètement abscons, alors qu'il s'agissait de mots simplement, bon, un peu plus soutenus que ce qu'on entend d'habitude, mais enfin qu'il n'y avait rien. Et aussi un peu plus désuet. Qu'il n'y avait rien d'hermétique. Oui, quand on dit fainéant ou quand on dit logoré, oui. Bon. La régie médiatique s'étonnait en disant on n'y comprend rien. Bon, ça c'est déjà inquiétant, ça montre que la régie médiatique est un symptôme elle-même d'un effondrement du niveau. Bon, général, ça c'était une chose. Après, il y a le Macron, si vous voulez, qui n'est plus celui du symbolique et du registre jupitérien, qui est celui de ses députés, de ses réformes. Et là, on tombe dans la langue techno de la plus belle facture et de plus ancien monde tumeur, si vous voulez, qui est de cette langue des ressources humaines, du management, qui est la langue de l'euphémisation pour désigner des choses désagréables, que Macron manie admirablement, comme tous ses ministres, aussi technocratiques. Et donc là, si vous voulez, il y a une sorte de... Il faut discerner les deux choses. Discerner les deux langues de Macron. Oui. Je termine par une chose qui me semble importante. Vous liez vous analysez le catastrophisme ambiant lié à deux choses, la restriction des libertés publiques dont nous avons parlé, et puis vous utilisez l'expression de pulsion de mort. Et là, au moment du Covid, on l'a vu. Donc, que voulez-vous pointer exactement par pulsion de mort? Et voyez-vous une hystérisation de la société? Par conséquent, ma question vient de cette expression. Que la société soit hystérisée dans ces débats et tout ça, nous l'avons déjà dit, c'est vrai. Maintenant, quand on parle du catastrophisme et de la catastrophe, c'est beaucoup plus profond. Cette pulsion de mort, elle s'enracine, si vous voulez, dans le nihilisme tel qu'il est à l'œuvre. Alors,
pour certains selon les siècles, hein, depuis plusieurs siècles, parce qu'après tout, si l'homme a déséquilibré les équilibres de la nature, si il creuse son propre tombeau en ayant brisé tous les équilibres naturels et les ressources, etc., tout ça vient du maître et possesseur de la nature depuis Descartes, etc. Bon, enfin, ça peut venir aussi de plus loin, de la Renaissance, quand l'homme se met au centre, si vous voulez, du système cosmique, quand il tue Dieu. Bon, il y a beaucoup d'analyses possibles. La pandémie a montré que, effectivement, quand certains disaient « mais après tout, les épidémies, on en a toujours connu, nous avions simplement le privilège et la chance de ne pas en avoir connu de notre vivant depuis très longtemps, etc. » D'autres ont dit « mais oui, mais cette pandémie vient aussi du fait qu'il y a des équilibres naturels qui sont rompus et des choses qui se passent, notamment en Chine, avec les espèces animales. » Bon. Donc on a ce genre de double débat. Or, ce qui me frappe, moi, si vous voulez, c'est que les catastrophes se sont enchaînées beaucoup, au cours du XXe siècle notamment, et que finalement, c'est la toile de fond de ce qu'est l'histoire de l'humanité, ces catastrophes successives. Hein. La Shoah, Hiroshima, les catastrophes nucléaires. Et en fait, on continue. On continue, oui. Et il y a une sorte comme ça de déni, de dénégation. La musique est toujours la même. Alors qu'on avance sur fond, mais vraiment de monstruosité et de désastre. Hein. Et même quand il n'y a pas la catastrophe évidente du style une catastrophe nucléaire ou une bombe atomique, etc., en fait, l'air qu'on respire, c'est quand même celui de la catastrophe. C'est quand même celui de cette pensée qui ne tourne qu'autour de l'argent, cet opérateur métaphysique qui est l'argent, etc. Bon, ça nous entraînerait dans des conversations plus longues, mais c'est ça que je voulais dire. Oui. Et en fait, j'ai aimé finir sur cette chronique du catastrophisme, parce que il se trouve que pendant le confinement, j'ai vu la série sur Tchernobyl et ça m'a beaucoup frappé. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'analogies, si vous voulez, entre ce Tchernobyl, avec ces gens confinés, et le matériau nucléaire confiné, et puis les liquidateurs qu'on envoyait au casse-pipe, comme certains déshérités sont allés au casse-pipe pendant que nous, on était confinés, les éboueurs, les gens qui étaient en première ligne. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais aussi ne pas manquer de dire, pour terminer, que si votre livre est un livre de combat, comme je le disais, si vous vous y employez à décrire minutieusement chacune de vos passions, de vos énervements, c'est aussi un livre qui parfois est très positif. Il y a de très jolies pages sur Venise, il y a de très jolies pages sur le couturier Alaya, donc c'est aussi un livre, et vous défendez dans ce livre même un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de livres, parfois des auteurs très méconnus, parfois des auteurs assez connus mais dont le livre est passé d'une certaine façon à la trappe, dont vous dites beaucoup de bien, et vous êtes capable, alors ça je trouve cette idée très originale, vous êtes capable sur un même livre de revenir dans une chronique mais plusieurs fois. Vous le faites notamment pour Jean-Michel de La Comté, je crois, tout au début. Vous revenez plusieurs fois sur son livre, d'abord parce qu'il est symptomatique de ce que vous recherchez, et puis vous le prenez dans différentes chroniques sous un angle chaque fois un petit peu différent. Oui, bah c'est-à-dire que quand j'ai eu un livre qui me passionne, parfois l'espace d'une chronique, et pourtant j'avais beaucoup de place pour écrire ces chroniques, hein, c'est des vrais textes, c'est assez long. Parfois, j'éprouvais le besoin, donc je revenais la semaine d'après et je précisais qu'il y aura un deuxième volet. J'ai fait ça pour Jean-Michel de La Comté, Notre langue française. J'ai fait ça pour Marc Weitzman, Un temps pour haïr, qui est son grande enquête sur l'antisémitisme français. J'ai fait ça pour les diableries du vrai et du faux, oui, etc. Absolument. Bon, en fait, ce côté combat dont vous parlez, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il est lié au fait que les chroniques sont maintenant rassemblées par thème. Alors qu'elles étaient éparpillées sur 2 ans. Et qu'en plus, c'est un choix. Alors qu'en plus, c'est un choix, j'en ai pris que 70 au lieu de 90. Donc, tac, ce resserrement, en fait, crée une sorte comme ça de rouleau compresseur sur un certain nombre de thèmes. Oui. Mais c'est salutaire. Sur les jardins secrets, sur l'art du désir, sur les choses comme ça, oui, je vais. Mais en fait, moi, je pense que tout peut si vous voulez, tout peut se rassembler, en fait, sous l'idée d'une certaine défense de la civilisation, de la beauté, Absolument. J'aurais tendance à penser que je suis plutôt progressiste politiquement, mais culturellement plutôt conservatrice, et je ne vois pas avec plaisir se défaire un certain nombre de liens que l'humanité entretenait, effectivement, avec l'histoire, la mémoire, l'art, le langage, au nom d'un néo-monde infesté de virtualité, de désincarné, où l'incarnation, la corporation, le corps, tout ça n'existe plus.
Et les échanges humains aussi se disloquent à travers des réseaux sociaux ou des moyens de communication. C'est le monde dans lequel nous vivons. Si vous voulez vous en échapper, eh bien, ce livre est à conseiller. Vous allez pouvoir respirer mieux. Ça s'appelle Roue libre. C'est écrit par Cécile Gilbert, que je recevais aujourd'hui. C'est publié chez Flammarion. Ruez-vous sur ce livre. Vous y prendrez beaucoup de plaisir. Vous y apprendrez beaucoup de choses, car c'est aussi un livre savant, mais qui n'est pas pédant. Donc, allez-y. C'est sans problème. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission d'Au pied de la lettre.